Écouter longtemps sans répondre. Pierre-Louis, évidemment. C'est tout à fait du Pierre-Louis, mais c'est aussi tout à fait le boulot de l'écrivain, c'est d'écouter longtemps, d'essayer de comprendre et de ne pas répondre. En tout cas, la seule réponse ne peut se faire que par écrit, que dans une histoire. Et ça lui ressemble assez, et ça ressemble aussi assez à l'homme amoureux, l'homme sensuel qu'il était, puisque il devait savoir, comme Balzac, que les femmes jouissent aussi par les oreilles, mais qu'avant ça, il fallait les écouter. Donc je trouve ça assez représentatif de qui était Pierre-Louis. Écrire l'amour avec une telle sensibilité est forcément et inévitablement un homme, un écrivain dont je ne pouvais que tomber amoureuse à 13 ans en étant persuadée qu'en voilà un qui ne pouvait jamais me décevoir et que sa littérature et sa poésie étaient exceptionnelles. Abnous Chalmani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes né en 1977 à Téhéran. Vous avez grandi dans une famille d'adultes. Vous étiez l'aîné de tous les petits-enfants. Vous aviez un oncle communiste en prison sous le Shah. Vous aviez un père athée, mais un grand-père mystique soufi. Tout ça, c'est un ensemble, un cocktail assez explosif. Khomeini instaure la République islamique quand vous avez 2 ans. Et vous passez votre enfance donc en clandestinité, derrière des rideaux tirés, où on fume, on boit, on jouit, mais en cachette. Et puis, à 8 ans, vos parents vous emmènent, on est en 85, à Paris, et vous arrivez en France, et vous entreprenez, après votre bac, des études d'histoire, vous empruntez ensuite la voie du journalisme, vous devenez éditorialiste, et puis vous produisez entre 2002 et 2009 des courts-métrages, et maintenant, vous vous enracinez dans la littérature. Vous avez déjà 4 récits à votre actif chez Grasset, dont le dernier est ici présent, J'ai péché dans le plaisir. Ça vient de paraître et c'est un très très beau livre qui raconte cette histoire entremêlée de 2 femmes libres et libertines, Marie de Régnier et Forough Farrokhzad. Comment vous le prononcez ? Forough Farrokhzad, mais je le prononce mal aussi. Donc Non, il y a des H qu'on entend. Donc l'une grandit dans la belle époque en France et l'autre est une femme libre des années 50 en Iran. Et c'est un très beau livre dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, il y a un petit questionnaire auquel j'aimerais que vous vous pliez, si vous acceptez. Bien sûr. Si je vous dis enfance en Iran, lumière, quelle est l'image et la couleur surtout qui vous apparaît ? C'est les cerisiers, c'est ce rose pâle des cerisiers du jardin de Téhéran. Je pense que comme les Japonais, tous les Iraniens sont obsédés parce qu'en plus le nouvel an iranien, qui est toujours le nouvel an malgré la République islamique, c'est le premier jour, exactement, c'est le premier jour de l'année, donc là ça arrive, c'est le moment de l'équinoxe de printemps, donc entre le 20 et le 21 mars, donc dès que les cerisiers commencent à être en fleurs, on sait que c'est le nouvel an, donc ça va être 15 jours de fête, donc c'est quand on est enfant, c'est merveilleux, toujours les fêtes, et que je pense que c'est aussi, c'est la lumière, c'était ces cerisiers du jardin, donc les griotiers, ouais, c'est ce rose pâle, il y a une odeur, c'est lié, c'est une sensation, c'est dès qu'il y a un peu de vent, les pétales qui s'envolent, c'est un tout. Donc oui, et donc ça donne tout de suite cette image de l'enfance qui est confondue avec, puisque c'est le temps de l'enfance et le temps du pays natal, tout ça s'est arrêté d'un même coup avec l'exil, donc tout ça, la saveur du paradis perdu. Donc oui, je pense que c'est vraiment enfance, lumière, cerisier, paradis perdu. Parce que vous estimez que l'exil interrompt l'enfance ? Ah oui, tout de suite. Je pense que ça a été quasi instantané. C'est que si je ne l'ai pas percuté tout de suite, c'est fini. C'est fini parce que déjà, il y a le fait, ce paradoxe extraordinaire, c'est qu'on est enfant, donc on est tout à fait, le cerveau est tout mou, donc on apprend beaucoup plus vite, et que très rapidement, on voit bien qu'on apprend beaucoup plus vite que les parents. Donc ce renversement de responsabilité, tous les enfants d'exilés commencent très rapidement à faire les papiers administratifs à la place de leurs parents. Donc c'est aussi la perte des parents. D'innocence. Oui, en perdant ses parents, on
j'espère. Bon, j'avais quand même perdu en Iran parce que on allait voir mon oncle en prison. Il y avait quand même cette atmosphère de peur. Non, pas de peur, parce que ma mère, pour pouvoir récupérer les votes de mon oncle en prison, je suis une petite fille plutôt débrouillarde et plutôt mignonne, donc ma mère me mettait une jolie robe et pour réussir à faire passer la nourriture pour mon oncle, me laissait avec les gardiens et je dansais pendant une demi-heure pour les gardiens pendant qu'elle allait récupérer les votes. Donc c'était complètement délirant, donc il s'est absolument rien passé. C'était un moment plutôt même assez joyeux parce que je faisais en plus de la danse classique, donc je crois que j'ai déjà une appétence pour la scène, donc c'était un moment de spectacle. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte, mais il aurait pu se passer quelque chose de grave. Mais vous étiez... Et d'ailleurs, qui était votre mère? Vous parlez souvent de votre père, mais rarement de votre mère. Oui, c'est vrai, parce que ma mère parce que mon père a été plus important dans votre construction dans ma construction intellectuelle que ma mère en plus est noyée dans ses sœurs, parce que ma mère avait, outre un frère unique, avait 5 sœurs, a toujours 5 sœurs, et que pour moi, j'allais dire, c'est un packaging. Et ma mère n'a jamais été seule. C'est qu'elle a toujours été, d'ailleurs, je les appelais entourée de femmes, entourée en plus de ces femmes-là qui étaient, qui sont plutôt flippantes. Et, pourquoi? Parce qu'elles sont assez redoutables. Hein. C'est pour ça que forte et redoutable, plus redoutable que forte d'ailleurs. Enfin, ça va ensemble. Enfin, on peut être forte sans être redoutable. Pas très gentille. Plutôt dur, la peau dure, le cœur sec, et ça donne 6 femmes très différentes physiquement en plus, il y a un petit air, mais assez différentes physiquement, et au point que j'étais assez perturbée ma mère était maman 1, maman 2, maman 3, je les appelais toutes maman. Donc c'est ça aussi, ma mère était noyée. Dans une sorte de gynécée, on imagine, les rideaux tirés. Ouais. Et alors... oui, les hommes étaient assez transparents, mon père le premier, hein, c'était une famille de femmes. Quelle relation, en fait, vous avez aujourd'hui avec ces femmes qui sont restées en Iran et de votre famille? Là. Tout le monde est en France. Tout le monde est là, sauf une qui est aux États-Unis. Et alors, elles lisent rien. Elles lisent Je ne sais pas. C'est une question à leur poser. Non, mais je crois alors, si elles me lisent, elles ne me l'ont jamais dit. Parce qu'il y a une pudeur. Non, il y a une méchanceté, il y a un refus, il y a une rupture, je dis, moi. Il y a quelque chose, mais dès l'enfance, chez moi, qui dit. Il n'y a rien... c'est ce qui est un défaut. C'est vraiment pas une qualité, parce que c'est assez difficile après. J'ai aucune hypocrisie. J'ai beaucoup de mal à retenir. J'ai beaucoup de mal à ne pas dire. C'est assez compliqué. Et donc, ça a fini. Et puis, c'est pas des femmes gentilles. C'est vraiment des garces, au fait. Mais on sent que vous avez transformé cette rage en quelque chose d'autre que de la méchanceté. Ah, mais parce que je déteste ça. Vous êtes une guerrière, quand même. Oui, mais plutôt gentille. Hein. C'est que je pense pas que ça me viendrait pas à l'idée d'avancer sans amour, sans affection, sans bienveillance, et que je sais reconnaître l'ennemi, et que j'ai jamais pensé que... et en gros, oui, quand c'est l'ennemi, je mords, mais ça m'est jamais venu à l'idée de mordre quelqu'un que j'aimais, mais juste pour imposer une forme de pouvoir ou une forme de vérité. Elles sont comme ça, donc non, je les vois plus. Mais voilà, en plus, d'autant plus Paradis perdu que je les aimais à la folie. Et donc en Iran. C'est une autre rupture. Oui. Comment la littérature a-t-elle joué un rôle dans votre affranchissement, justement, de femme ? C'est le rôle clé. Donc évidemment, je pense très vite, j'ai adoré mon père, peut-être parce que il faisait pas de bruit et qu'il lisait tout le temps. Donc moi, je voulais plaire à mon père. Donc je pense c'est pour ça aussi que j'ai voulu très vite écrire pour qu'il me lise. Alors lui, pour le coup, très pudique, très silencieux. Je veux dire, c'est moi avec une moustache, mais le contraire en termes de personnalité, il est aussi introverti que je peux être extraverti. C'est assez étonnant. Mais le goût de la lecture, parce que forcément, je voyais lire, je commençais à lire, j'ai aimé. Bon, j'aurais arrêté. Ça ne suffit pas de vouloir être aimé pour développer une passion. Il y a eu ça, il y a eu, je pense, la rencontre avec la langue française, ce coup de foudre avec cette langue. Alors, est-ce que c'était une manière de me sauver, qu'il fallait que j'aime cette langue pour pouvoir survivre dans ce pays-là? Mais en tout cas, ça allait ensemble. C'est l'amour de la langue, l'amour de ce pays et la littérature libertine. Alors ça a été avant Pierre-Louis, et je pense que c'est par là que je suis tombée dans Pierre-Louis, mais la littérature libertine, ou en l'occurrence, l'un des premiers livres, le livre fondateur, c'est Thérèse philosophe de Bois d'Argent. C'est tout d'un coup, et j'avais l'impression de lire l'Iran.
Thérèse se libère. Thérèse n'aime pas les religieux, enfin comprend, elle est en train de crever Thérèse, elle est malade, personne ne comprend ce qu'elle a, elle est au monastère, elle est là en contrition permanente, et sa mère désespérée lui présente une de ses amies, qui lui présente un évêque, et les deux sont des libertins. Et petit à petit, en laissant, il l'amène en week-end, et j'aime beaucoup cette idée, c'est qu'il laisse les portes entrouvertes, ce qui pour fait que... entendre la confession. Oui, c'est-à-dire qu'elle peut regarder, c'est-à-dire qu'on ne force pas, même dans l'apprentissage, c'est sa curiosité qui va l'amener à écouter derrière les portes. Ils font tout pour que la porte soit ouverte, mais elle écoute derrière les portes, et c'est son apprentissage libertin qui est assez simple, c'est qu'on ne peut pas libérer la tête sans libérer le corps, que Dieu n'existe pas, que la liberté doit être une chose totale, c'est que ça ne sert à rien, que si vraiment le problème de Dieu, c'est de savoir si vous mangez un perdrix ou un poisson le vendredi, c'est qu'il y a vraiment un problème, c'est que Dieu ne peut pas tenir qu'à ça, quand bien même, et elle décide, enfin, c'est quand même étonnant, on est au cœur du début du XVIIIe siècle, elle décide de vivre en concubinage, elle refuse et le mariage et l'enfant. C'est extraordinaire. Moi, je lis ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que c'est. Et vous avez quel âge quand vous découvrez cette littérature-là ? On s'est installé dans le quartier de la Bastille. Je pense que voilà, à la base, il y a une question de tempérament, de nature. J'ai toujours une nature curieuse. S'il y a une porte, il faut que je regarde ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que là, étant dans le quartier de la Bastille, le monument, la rue, le lieu de la prison des guillotinés, tout ça m'intriguait. Et très vite, je suis tombée dans la Révolution française, essayer de comprendre pourquoi cette révolution avait entre guillemets réussi et que celle qui m'avait foutu dehors a été complètement ratée. Et il y avait ça. Et tout d'un coup, forcément, en étudiant, et peut-être j'étais aussi à l'affût de personnages féminins, je vois Thérèse, philosophe, je dis tiens, ça a l'air marrant ça. Et comme rien n'était interdit, qui change votre vie. Qui change complètement, oui, et comme rien n'était interdit, je devais avoir 12 ans, mon père me laisse lire ça, et là, waouh. Et là, waouh. On va en parler. Waouh. Abnous Chalmani, merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'ai pêché dans le plaisir, c'est votre dernier livre qui paraît chez Grasset. Il y a un couple qui flotte dans tout le livre, c'est le couple que forment Marie de Régnier et Henri de Régnier. Un couple à la ville qui donc se marie de façon absolument légitime, mais qui ne consomme pas ce mariage, et pourtant un mariage qui dure toute une vie. Oui, vous pouvez m'expliquer cette énigme ? Elle lui a tenu la main jusqu'à son dernier souffle. C'est extraordinaire parce que Marie de Régnier était, donc Marie de Heredia, avant son mariage, était extrêmement courtisée. C'était femme splendide, on la voit de dos. C'était José María de Heredia avait 3 filles qu'on appelait les yeux noirs de Paris. Elle était la plus née, elle était la plus douée, elle faisait de la poésie, elle publiait depuis l'âge de 9 ans. C'était la préférée de son père. Et elle est folle amoureuse de Pierre-Louis, qui fréquente le salon de sa mère. Et Henri de Régnier, qui est le meilleur ami de Pierre-Louis, l'un de ses grands amis, ils sont tous les deux amoureux d'elle. Ils passent un pacte que c'est à Marie de décider, donc ils feront leur demande en même temps. Henri obtient l'autorisation de sa mère. Pierre en profite pour partir en Égypte, où son frère est en poste à l'ambassade, pour demander celui de son père. Il est de retour, télégramme de Henri de Régnier, et fait ma demande, suis agréé. Il pète les plombs, il débarque chez Henri, énorme dispute, trahison, etc. Et en fait, il n'y avait pas le choix, c'est qu'à l'époque, Pierre-Louis était fauché, enfin il a été fauché quasiment toute sa vie, mais Henri de Régnier avait des biens, et José María le père est un joueur, mais un joueur, en plus un mauvais, ruiné, tout le temps ruiné, et à l'époque, un poète ne travaille pas. Un poète par empreinte, loyauté, Marie accepte ce... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est même pas un mariage forcé, c'est-à-dire qu'elle accepte, c'est pas tant le fait d'épouser Henri, parce qu'elle sait qu'elle en fera ce qu'elle voudra, vu comme il la regarde, c'est que Pierre-Louis ne se soit pas déclaré. Et son père, la voyant désespérée, va voir Pierre-Louis, Pierre-Louis, suite à cet entretien où il ne parle de tout sauf de Marie, lui envoie une lettre, « Monsieur, j'adorerais votre fille, j'aurais aimé l'épouser le jour où la bourse m'aurait permis. » Et là, José María montre la lettre à sa fille. Marie, alors là, après des jours de pleurs, s'habille, se parfume, se présente chez lui. Et à peine il a le dos tourné, il commence à se mettre nu. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Et vous êtes là pour rester ?» Elle lui dit « Pas du tout. Dans 15 jours, j'épouse Henri. » Elle fait « Ah non, je vous veux comme femme, pour pas toujours. Comme maîtresse, pas pour une nuit. » Donc là, elle se rhabille, elle s'en va, elle va sonner chez Henri et dit « Ok, on se mariera comme prévu, mais vous ne me toucherez jamais. »
Et lui accepte. Lui accepte. Pour quelle raison? Vous qui avez un peu étudié le personnage. Lui accepte pour une seule et unique raison, qui veut toutes les raisons, c'est qu'il sait qu'il est absolument, définitivement, totalement amoureux de cette femme. Et ça veut dire quoi l'amour à cet endroit-là? Et ce qu'il aime de cette femme, c'est justement cette liberté, ce culot, cette manière qu'elle a de décider de sa vie, décider du rythme de sa vie, décider de son quotidien, décider d'imposer son goût. Il est complètement fasciné par cette femme. Donc, et c'est un amour qui dure, donc c'est pas du tout un amour passager. C'est vrai, et c'est ça, c'est un compagnonnage extraordinaire, extraordinaire. Et moi, à 13 ans, quand je découvre toute cette bande, grâce à Dominique Bonnat et à son roman Les Yeux Noirs, je découvre toute cette bande, donc je tombe littéralement amoureuse de Pierre-Louis, et je découvre, évidemment, Marie de Régnier devient mon inaccessible étoile, et je comprends comment tout le monde est perdu parce c'est un culot comme ça, une sensualité pareille, une manière d'arracher ce qu'elle veut, c'est qu'il n'est même pas question de lui dire non, je veux, je prends. À 13 ans, c'est fabuleux d'avoir un personnage féminin comme ça qui vous tire vers le haut, quelque part. Il n'y a rien de victime chez Marie, et Henri m'exaspère. Je suis là, mais quel pauvre type. Et au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure de ma vie, comme j'allais dire, je ne les ai jamais quittés. Puis dès que je peux, je lis Henri de Régnier, La double maîtresse, c'est sublime. Là, petit à petit, je me suis rendu compte que j'adorais cet homme, que je trouvais, parce que c'est pas tant, j'aime pas l'idée de sacrifice, mais c'est que son amour est si fort qu'il est hors de question. J'allais dire que c'est tout à fait matériel que le sexe vienne perturber le cours de son amour. Et alors, il faut quand même une maîtrise de soi qui est extraordinaire. Une seule fois de toute sa vie, il va faire l'aveu de sa souffrance. C'est son plus beau recueil de poésie qui s'appelle Le Miroir aux heures. Et il y a un poème qui est adressé directement à Marie où il ose, quelque part, parce que c'est vraiment fou. Lui confesser son désir. Non, lui confesser que ce que je regrette en ces larmes cruelles où vous n'êtes pour rien, sachez-le, ce n'est pas vous sans pitié pour elle, votre amour, c'est le mien. C'est sublime, c'est sublime. La seule chose qu'il regrette, c'est qu'au fait, c'est qu'il se rend compte que c'est sa seule faute. Ce n'est pas elle ne lui a jamais menti. C'est le fait que lui soit amoureux, qu'il soit amoureux. Oui. Cet amour, c'est la seule chose qu'il peut ne pas pardonner. Et ça le rendra libre par ailleurs, puisque finalement, cette productivité littéraire, ah oui, c'est super. Et peut-être inspirée aussi vient de cette faille-là. Oui, et puis elle lui a écrit son discours pour elle a corrigé à virgule près son discours quand il est devenu académicien. Mais oui, et ce qui est très étonnant aussi, c'est l'amitié qui se scelle de nouveau et de façon très très profonde entre Pierre-Louis et Henri de Régnier. C'est-à-dire que le pardon entre ces deux hommes a lieu. L'un, ils aiment la même femme, ils la vivent différemment, ils la fréquentent différemment, et pourtant ils arrivent à rester amis. Et on voit cet enfant au milieu aussi qui naît, cet enfant qui s'appellera Tigre, qui est un surnom qui s'appelle Pierre. Marie-Joseph Henri de Régnier. Qui est en fait le fils de Pierre-Louis. Exactement. Mais reconnu par Henri de Régnier. Et qui mourra à 45 ans de façon un peu tragique, parce que ça, ce serait un nouveau livre, que je vous suggère, c'est comment ces hommes sont des pères ou comment ces femmes sont des mères. Parce que c'est ça la grande question qui reste à penser. Alors ça, c'est vraiment un point qui m'a fascinée, que j'ai trouvé comme une ombre portée sur tout ce très très beau livre. L'autre point est la relation que Marie de Régnier et que votre autre figure, Forough Farrokhzad, entretient avec leur père. Et j'ai l'impression que quelque part, ces femmes-là sont, dans le fond, amoureuses d'un seul homme, celui qui leur a donné la vie, leur père. Est-ce que je me trompe? Oui, mais ça, c'est quelque chose qui m'obsède depuis très longtemps, c'est que je pense qu'effectivement, il y a des femmes, il y a des filles qui sont des femmes de leur père. Moi, je suis une fille de mon père. C'est vraiment, c'est flagrant physiquement, mais pas seulement, mais c'est flagrant intellectuellement. Il y a une complicité, et puis il y a une certaine forme. C'est autant je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui s'est traversé beaucoup d'angoisse. Autant le fait d'être la fille de mon père m'assure quelque chose, une espèce de refuge. D'un amour inconditionnel. Vraiment. Et qui est peut-être qu'il est plus exceptionnel parce qu'il est moins acquis. Il va de soi. J'allais dire qu'une mère aime son enfant parce que de toute façon, ce rapport fait que ce soit une femme qui porte l'enfant, qui scelle quelque chose de toute façon, qui est là, qui est là, la voix, tout. En plus, mon père était silencieux, donc à mon avis, je ne l'ai pas beaucoup entendu pendant que ma mère, j'étais dans ma mère, et j'ai remarqué que on se reconnaissait entre les filles de nos pères. C'est quelque chose d'assez étonnant, et c'est vrai quand j'ai commencé à
à les mettre en parallèle, à les confronter, à les faire cheminer ensemble, Fulug et Marie, je me suis dit, mais l'une est la fille de son père, l'autre pas, et tout le nœud vient de là. Parce que c'est les lettres de Fulug Falozade à son père sont mais déchirants. C'est extraordinairement douloureux. C'est que moi, honnêtement, mais elle n'a jamais voulu briser le lien qu'elle avait avec son père. Elle a continué alors qu'il ne voulait plus lui parler. Il en avait honte. Parce qu'elle avait divorcé à 20 ans, elle avait abandonné son enfant. Elle monte sur scène. Elle est considérée comme une femme de petite vertu. Son père a honte d'elle, et pourtant elle continue à lui écrire. Elle lui dit, je veux que vous soyez fiers de moi, je veux que ce nom que vous m'avez donné brille grâce à moi. Et puis elle lui fait des aveux extraordinaires. Il n'y a qu'à lui qu'elle lui dit, je ne veux pas vivre la vie de tout le monde. Je veux être quelqu'un. Elle ne le dit pas à son ex-mari, donc elle lui écrivait des lettres d'amour, elle ne le dit pas à ses amants, elle le dit dans ses poèmes, mais à chaque fois que je trouve cette ambition affichée, cette volonté d'être autre, de marquer l'histoire, c'est au père qu'elle s'adresse. Alors justement, c'est extraordinaire. Vous dites que vous êtes vous-même une de ces filles de leur père. Comment ça vous donne de la force dans cette espèce de rapport au monde que vous avez? C'est que je pense que ce n'est pas un amour obligé. Donc, quand on l'a, il a un aspect exceptionnel. C'est ça, c'est que c'est à la limite, mon père, un père donne une bonne éducation, donne comme une mère d'ailleurs, hein, pas plus ni moins, mais des repères éthiques, des interdits, etc. C'est pas forcément le père qui est autoritaire dans une famille. C'est vraiment, alors là, c'est une question de tempérament, de configuration familiale. Mon père ayant toujours été quelqu'un de très discret, à la limite, j'allais dire que c'est plus ma mère qui a pris les décisions, donc l'autorité pouvait venir d'elle. Mais j'avais une peur de décevoir mon père que je n'avais pas vis-à-vis de ma mère, par exemple. Et je me rends compte que Marie, dans ce qu'elle écrit, ou Fulug, dans ce qu'elles écrivent, l'avis de la mère, le regard de la mère n'a aucune importance. En revanche, celui du père est fondamental. Ouais. Et ils structurent tout leur rapport au monde. On a l'impression. C'est quand Marie, elle a le prix de la première femme à avoir le prix de l'Académie française en 1918. Elle pense au père, qui est décédé en 1905. Elle n'a jamais toujours gardé sur elle la dernière lettre qu'il lui a écrite, qui était une lettre de bonne année. Il est décédé quelques temps après. C'est la dernière fois que son père lui écrit, donc elle le garde comme un talisman. Et elle va mettre des années à écrire un poème pour son père, pas très réussi d'ailleurs, mais d'autant plus pour des femmes, j'allais dire, qui sont des femmes à hommes. Mais tout ceci explique cela. Pour moi, tout est... Elles ont une capacité à aimer extraordinaire. Parce qu'elles n'arriveront jamais à rentrer dans le sans aimer, d'ailleurs, ce qui est quand même assez rare pour des hommes comme des femmes, mais peut-être davantage pour des femmes. Et peut-être que si elles peuvent faire ça, c'est qu'elles ont cet amour qui est un socle, qui est posé. Inconditionnel. Celui-là, il ne disparaîtra pas. On va avoir très peu de temps sur cette question fondamentale. Pourquoi aujourd'hui, à l'heure où nous vivons dans un monde presque virtuel, la relation charnelle, la relation au corps de l'autre est devenue presque quelque chose d'un peu exceptionnel. On dit que les jeunes aujourd'hui n'ont plus la vie sexuelle que leurs parents avaient, et on dit que la plus grande frontière aujourd'hui de cette nouvelle génération occidentale, c'est justement l'intimité avec l'autre. Oui, c'est absolument dramatique. Il y a énormément de raisons, et c'est vrai que quand on lit Fulug Falozade dans les années 50 ou Marie Degny à la Belle Époque, on est surpris de leur liberté. Quand même, même une espèce j'allais dire, elles jouissent intellectuellement parce qu'elles jouissent dans un lit, elles jouissent sensuellement, c'est extraordinaire. Non, je crois qu'il y a déjà un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un discours. Il y a vraiment un discours dérangeant qui reprend le discours bourgeois misogyne du 19e siècle, qui est, quand on disait aux hommes dès qu'ils se mariaient, surtout ne faites pas jouir vos femmes. Il y a des prostituées, il y a des courtisanes pour ça. Votre femme, si elle jouit, ça va lui donner des envies de liberté. Quand même extraordinaire. Mais vous entendez ce discours où, moi, c'est au 19e siècle. Aujourd'hui. Comment il est décliné? C'était quoi de dire ça? C'était de couper le lien des femmes avec la sexualité, avec leur corps. C'est la jouissance est un domaine dangereux, il ne faut surtout pas qu'elle l'atteigne. C'est ça le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on entend des néo-féministes expliquer à tout bout de champ que le sexe est un domaine masculin, puisque c'est le domaine du patriarcat, le domaine du dominant, le domaine de l'imposition du pouvoir masculin. Donc
c'est quoi d'autre que de présenter le sexe comme un lieu dangereux pour les femmes? Et c'est quand même intéressant quand on voit que 70% des demandes de transition à l'adolescence, c'est des femmes qui veulent se faire pousser des pénis. Comment c'est possible qu'une ado, alors qu'on vit dans un discours soi-disant féministe, mais que moi je pense être anti-féministe, on a des ados qui ne veulent surtout pas être des femmes parce qu'elles ont peur, elles sont terrifiées à l'idée d'être des femmes, parce qu'être une femme, c'est-à-dire avoir la certitude d'être battue, violée, être moins bien payée et souffrir tout le restant de ses jours. 70%. Ce chiffre est terrifiant. Vous êtes sérieuse? Vous pensez vraiment que je pense les femmes intériorisent leur soumission obligatoire, finalement? Non, mais je pense qu'à force de répéter à tout bout de champ qu'une femme ne peut être que violée, battue, maltraitée par le patriarcat dominant, vous finissez par péter un plomb. Et quand vous avez 13 ans et que vous savez encore rien de la vie, pardon, si vous avez un souvenir, moi j'ai un souvenir assez précis de mon adolescence, c'était terrifiant. C'était les hormones en folie, je ne savais pas où j'habitais, c'était terrifiant tout ce qui se passait, qui est extrêmement difficile à formuler, et à dompter. Et si à l'époque j'avais entendu, si je n'étais pas noyée dans la belle époque de Pierre-Louis et de Marie de Régnier et dans la littérature libertine, j'avais passé mon temps à entendre que toute sexualité est une sexualité où je vais être dominée, maltraitée, je pense que j'aurais voulu me faire pousser un pénis aussi et j'aurais pas été aussi fière d'être une femme. On est donc c'est quand même c'est quand même un problème. Et il y a aussi l'individualisme qui joue, puisqu'on préfère avoir des relations numériques où on ne s'engage pas. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là. Il y a le fait, c'est tout de suite maintenant, on n'est pas sûr de jouir quand on est avec quelqu'un. Par contre, on est sûr de jouir après une masturbation. Il y a aussi cette mentalité qui est née de cet individualisme forcené qui est « je veux, je prends ». Et c'est sûr qu'avec l'onanisme, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Alors que l'autre, faut le dompter, faut l'apprendre. Chaque corps a son propre mystère. Rien, toute intimité est une singularité. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de terrifiant. Merci Abnous Chalbani. Alors, on se retrouve dans 20 ans pour en reparler, pour voir. J'ai péché dans le plaisir. C'est un très beau livre que vous signez chez Grasset. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à très vite alors. Mais j'espère.